mes chers amis, merci d'être venus malgré ce temps un peu gris, un peu mouillé. C'est vous les héros aujourd'hui. S'il est un mot qui est usé, fatigué, galvaudé, c'est bien le mot paix. Fous-moi la paix, faisons la paix, fumons le calumet de la paix. Je te donne un baiser de paix. Allez en paix et repose en paix. Bref, chaque jour, nous utilisons le mot paix sans même y réfléchir. Alors arrêtons-nous un instant puisque nous sommes là pour le définir. Au travers de toutes ces expressions que je viens de mentionner, le mot paix revêt toujours une négation. Être en paix, c'est ne pas être en conflit, ne pas être en guerre, ne pas user de violence, ne pas réprimer. Le concept de paix n'est finalement qu'un cessez-le-feu, qu'une armistice, qu'un espace de tranquillité, une parenthèse de calme qui peut durer 1 seconde ou 100 ans, au son d'un tumulte incessant. Car le cœur des hommes et des femmes est ainsi fait qu'il est toujours en perpétuelle querelle avec lui-même et son monde intérieur, et de surcroît avec le monde extérieur. Et le cœur des hommes et des femmes, c'est le cœur des nations. Quel équilibre délicat pour à la fois rendre les armes et garder sa souveraineté et vivre pleinement cette parenthèse de calme, cette minute de paix avant le retour au bouillonnement de la vie. Finalement, que signifie encore le mot paix lorsque son concept est vidé de son sens initial ? C'est cet état relatif de tranquillité que nous nommons paix, qui est ennuyeux, plat, qui nous ligote dans une attitude enfermante et soumise, dans une sorte de méfiance envers l'avenir. N'est-ce pas ce que nous vivons là, en ce moment, dans cette époque troublée, mais qui est somme toute encore tranquille, mais pour combien de temps ? Pour avoir la paix, on dit qu'il faut préparer la guerre. Et éviter la guerre implique qu'on soit en paix. Ouf, pour l'instant, nous l'avons encore échappé belle. Pour l'instant. Depuis des décennies, nous dépensons tous les ans des millions pour nous armer dans l'intention de nous assurer le maintien de la paix. Eh bien, il ne fait aucun doute que l'acquisition de tels stocks d'armes, qui ne peuvent que détruire et jamais rien créer, n'est pas le seul moyen, ni surtout le moyen le plus efficace d'assurer la paix. Force est de constater que la constitution de tels stocks d'armes ne peut qu'entraîner à leur usage, et donc à l'emploi de la force, de la destruction et du chaos sanglant finalement. La Suisse, sous son vernis de neutralité proclamée, mais bafouée 1000 fois, ne fait pas exception. Et si elle se retient difficilement de céder à cet appel à la co-belligérance, c'est parce qu'elle ne pourrait plus alors prétendre ni à la paix, ni à notre pseudo-neutralité. Alors à quel rôle la Suisse peut-elle prétendre dans cette tragédie qui est à la fois si proche et si lointaine et qui tue chaque jour des êtres humains, et peu importe du quel côté de la frontière ils vivent. Ces êtres humains qui sont autant de parents, de frères, de sœurs, d'enfants. Dans cette escalade de la guerre, la Suisse, qui depuis toujours se révélait être un médiateur, offrant ses bons offices à la résolution des conflits, s'en voit maintenant privée. Mais pourquoi ? Parce qu'elle est inféodée à l'Union européenne et cela fait voler en éclats son statut de neutralité et sa souveraineté. Et pourtant, quel honneur pour la Suisse que de pouvoir remplir une mission revêtant une telle importance que celle d'œuvrer à la paix dans son concept de liberté et d'amour. Comment trouver les moyens d'éviter le pire ? Eh bien, certainement pas en donnant du matériel militaire, puis encore des chars pour continuer, et des avions de chasse, mais en recherchant inlassablement cette paix. En lieu et place, le Conseil fédéral discute l'adhésion au traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Alors la Suisse donnera-t-elle un signal fort
en faveur du désarmement ou refusera-t-elle? Et sous quel prétexte? Nous attendons des explications. Dans cette guerre civilisationnelle entre deux hégémonies, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, au travers de ce conflit qui se passe sur territoire européen, nous sommes très éloignés d'une exigence de paix. Non seulement les gouvernements occidentaux n'exigent pas la paix, mais ils n'en veulent pas. Exiger la paix, pourtant, devrait être l'objectif premier de nos dirigeants. Et comme le disait l'ancien patron du CICR, Peter Maurer, dans les conflits, il ne faut pas d'étiquette en termes de bon ou de mauvais. Inlassablement, il faut rechercher la paix, pas une simple armistice. La paix, ce n'est pas le contraire de la guerre. La paix, c'est le contraire de la peur. La paix, c'est la coopération, la vie à l'abri de la peur. C'est le besoin et de l'exploitation, c'est la croissance et le développement économique, l'égalité et la justice, le pluralisme et le dynamisme, et là où la violence est moindre. La paix, c'est un état de sérénité, d'harmonie, de lien, de valeurs humaines universelles partagées. C'est une dynamique qui permet de passer d'une culture de violence à une culture de paix pour tisser des relations harmonieuses, durables et empreintes d'humanité. C'est pour cela que nous aspirons aujourd'hui, et cela depuis la nuit des temps, ce que nous voulons, c'est la paix sur cette planète, parce que finalement, nous respirons tous le même air. La poursuite de la paix, si elle n'est pas aussi exaltante que celle de la guerre, si elle en lasse souvent plus d'un, si elle ne rencontre pas tout le soutien escompté, est pourtant l'unique objectif que nous devons atteindre. Nous n'avons pas de tâche plus urgente. Et je conclurai en citant Christian Bernard. Efforçons-nous toujours d'œuvrer pour la paix entre les nations et dans les nations. Pour la paix entre les êtres et dans les êtres. Et n'oublions jamais que la première paix à acquérir est celle de l'âme, la paix profonde. Et je vous inviterai à prendre quelques secondes de recueillement et à vous demander si vous êtes en paix profonde. Merci beaucoup, mes amis.